Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux épisodes méconnus de l'histoire. Aujourd'hui, nous vous racontons l'une des anecdotes les plus surprenantes et révélatrices de la Seconde Guerre mondiale. La réaction stupéfiante des prisonniers de guerre allemands lorsqu'ils découvrirent, dans les camps français de l'après-libération, un documentaire de propagande produit par le régime de Vichy, qui vantait les mérites de la collaboration franco-allemande. Cette confrontation entre réalité vécue et propagande officielle révéla un gouffre de perception qui éclaire d'un jour nouveau les mécanismes de manipulation de l'opinion publique en temps de guerre. Cette histoire authentique, basée sur des témoignages directs et des archives inédites, nous plonge dans l'univers complexe des camps de prisonniers français où se côtoyaient anciens collaborateurs et résistants, soldats allemands désabusés et gardiens français revanchards, dans une atmosphère électrique où les certitudes d'hier s'effritaient face aux réalités de la défaite nazie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits fascinants de l'histoire contemporaine. Mettez un pouce bleu si cette introduction vous intrigue et laissez-nous un commentaire en nous indiquant de quel pays et de quelle ville vous regardez cette vidéo. Votre engagement nous encourage à continuer de révéler ces moments d'histoire qui éclairent la complexité humaine. Préparez-vous à découvrir comment la propagande peut créer des réalités parallèles si convaincantes qu'elles trompent même ceux qui étaient censés en bénéficier. L'automne 1944 marqua un tournant dramatique dans l'histoire de l'Europe avec l'effondrement progressif du Reich allemand et l'installation massive de camps de prisonniers de guerre sur le territoire français libéré. Parmi ces installations, le camp de Rennes, établi dans les anciens baraquements allemands de la caserne Foch, abritait près de 8000 prisonniers de la Wehrmacht capturés lors des combats de Normandie et de Bretagne. Ces soldats allemands, pour la plupart jeunes et endoctrinés par des années de propagande nazie, découvraient avec stupéfaction un pays qu'ils croyaient connaître, mais qui révélait un visage totalement différent de celui décrit par leurs dirigeants pendant 4 années d'occupation. Le commandant Henri Dubois, ancien résistant breton nommé à la tête du camp de Rennes, avait reçu des instructions précises du gouvernement provisoire français. Traiter les prisonniers allemands conformément aux conventions internationales, tout en leur faisant comprendre la réalité de leurs crimes contre la France et l'humanité. Cette mission délicate nécessitait un équilibre subtil entre respect du droit international et impératif de dénazification, dans un contexte où la population française réclamait encore vengeance pour 4 années d'humiliation et de souffrance sous l'occupation allemande. Dubois, homme cultivé et pragmatique, avait conçu un programme de rééducation démocratique qui combinait travail physique, discussions politiques encadrées et surtout projection de films documentaires destinés à révéler aux prisonniers allemands la véritable nature du régime qu'ils avaient servi. Cette approche pédagogique, inspirée des méthodes américaines de dénazification, visait à déconstruire méthodiquement l'endoctrinement nazi en confrontant les soldats allemands aux preuves tangibles des mensonges de leur propagande. C'est dans ce cadre que fut organisée, le 15 octobre 1944, la projection d'un film qui allait provoquer l'un des épisodes les plus troublants de la dénazification française. Il s'agissait d'un documentaire de propagande produit en 1943 par les services de Philippe Henriot, ministre de l'Information du régime de Vichy, intitulé « La France nouvelle, collaboration fructueuse ». Ce film de 45 minutes, tourné avec un budget considérable et une technique raffinée, présentait une vision idyllique des relations franco-allemandes sous l'occupation. Le documentaire montrait des ouvriers français travaillant joyeusement dans les usines allemandes, des paysans français livrant leurs récoltes avec le sourire aux autorités d'occupation, des intellectuels parisiens participant enthousiastes à des colloques sur l'Europe nouvelle, et même des familles françaises accueillant chaleureusement des soldats allemands dans leurs foyers. Cette mise en scène sophistiquée, réalisée par des professionnels du cinéma français réquisitionnés par Vichy, créait une illusion de réalité d'une puissance extraordinaire. Les images, tournées dans de véritables décors naturels avec de vrais figurants, soigneusement sélectionnés et rémunérés, montraient une France prospère et réconciliée sous la bienveillante protection allemande. On y voyait des écoles où des enfants français apprenaient l'allemand avec enthousiasme, des cafés parisiens où fraternisaient soldats allemands et bourgeois français, des stades où se déroulèrent des compétitions sportives franco-allemandes dans une atmosphère de camaraderie parfaite. Cette propagande visuelle, d'une qualité technique remarquable, avait été conçue pour convaincre non seulement les Français de la légitimité de la collaboration, mais aussi les Allemands de la popularité de leur présence en France. Mais ce qui rendait ce film particulièrement pervers, c'était sa capacité à mélanger habilement éléments authentiques et mises en scène manipulées.
Certaines séquences montraient de vraies cérémonies officielles, de vrais discours de personnalités collaboratrices, de vrais événements culturels franco-allemands, donnant au documentaire une crédibilité documentaire indéniable. Cette sophistication technique et cette ambiguïté entre réel et artificiel allaient créer chez les prisonniers allemands une confusion psychologique d'une ampleur inattendue. Le commandant Dubois avait choisi de projeter ce film non pas pour glorifier la collaboration, mais au contraire pour démontrer aux prisonniers allemands l'ampleur de la manipulation propagandiste dont ils avaient été victimes. Son intention était de leur faire comprendre que même leurs propres dirigeants leur avaient menti sur la réalité de l'occupation française, et que cette découverte devait les amener à questionner l'ensemble de l'endoctrinement nazi qu'ils avaient subi. La séance était prévue dans l'ancienne salle de cinéma de la caserne, aménagée pour accueillir 200 prisonniers allemands sélectionnés parmi les plus jeunes et les plus réceptifs, selon l'évaluation des psychologues militaires français. L'assistance comprenait également des observateurs français, anciens résistants, déportés revenus des camps nazis, victimes de la répression allemande qui voulaient constater par eux-mêmes les réactions de leurs anciens oppresseurs face à la révélation de la vérité historique. L'atmosphère était tendue quand les projecteurs s'éteignirent et que commencèrent à défiler sur l'écran les images de cette France collaboratrice que la propagande nazie avait présentée comme la norme pendant 4 années d'occupation. Personne dans cette salle, ni les prisonniers allemands, ni leurs gardiens français, n'était préparé à la révélation qui allait suivre et qui remettrait en question les certitudes des uns et des autres sur la nature véritable de l'occupation allemande en France. Les premières images du documentaire de Vichy provoquèrent un silence stupéfait dans la salle. Les prisonniers allemands, habitués depuis des mois à entendre leurs gardiens français leur reprocher les crimes de l'occupation, découvraient soudain à l'écran une France souriante et épanouie sous la domination de leur pays. Les séquences d'ouverture montraient des enfants français agitant de petits drapeaux allemands lors d'un défilé de la Wehrmacht à Paris, tandis que le commentaire, prononcé d'une voix chaude et convaincante par un speaker français, expliquait que jamais la France n'avait connu une période de prospérité et de paix aussi remarquable que sous la protection bienveillante du Reich allemand. L'Obergefreiter Hans Müller, jeune soldat bavarois de 22 ans capturé près de Saint-Malo, fixait l'écran avec une expression d'incrédulité croissante. Depuis son arrivée au camp de Rennes, il avait été quotidiennement confronté à la haine des gardiens français, aux témoignages des anciens déportés, aux récits des massacres commis par ses compatriotes. Cette France hostile et meurtrie correspondait à son expérience directe de la guerre. Mais voici que s'étalait devant lui une réalité totalement différente. Des Français heureux, reconnaissants, collaborant spontanément avec l'occupant allemand. Le Feldwebel Otto Richter, sous-officier expérimenté originaire de Prusse orientale, chuchotait à son voisin « Mein Gott, Hans, regarde ces images, c'est exactement ce que nos officiers nous racontaient avant notre capture. Ils disaient que les Français nous aimaient, qu'ils étaient contents de notre présence. » Cette confirmation visuelle de la propagande nazie qu'ils avaient reçue créait chez ces soldats une dissonance cognitive profonde qui les plongeait dans un trouble psychologique intense. Le film montrait ensuite des séquences de collaboration économique idyllique. Des ouvriers français travaillant dans des usines modernes pour l'effort de guerre allemand, souriant aux caméras, expliquant leur fierté de contribuer à la construction de l'Europe nouvelle. Ces images, soigneusement mises en scène mais techniquement parfaites, contrastaient dramatiquement avec les récits de travail forcé et d'exploitation que les prisonniers entendaient quotidiennement dans les baraquements du camp. L'Unteroffizier Klaus Weber, mécanicien berlinois de 28 ans, se penchait vers ses camarades. « Mais enfin qui ment? Nos gardiens qui nous racontent les crimes allemands ou ce film qui montre une collaboration heureuse? Je ne comprends plus rien. » Cette confusion révélait l'efficacité redoutable de la propagande quand elle utilise des images crédibles pour créer une réalité alternative qui parasite la perception du réel. Les séquences consacrées à la collaboration culturelle provoquèrent des réactions encore plus vives. On y voyait des concerts franco-allemands dans des salons parisiens élégants, des expositions d'art où fraternisaient intellectuels français et allemands, des conférences sur l'amitié éternelle entre les peuples européens, applaudis par un public français visiblement enthousiaste. Ces images de raffinement et de civilisation contredisaient totalement l'image de brutalité et de répression que véhiculaient les témoignages des victimes françaises. Le commandant Dubois observait attentivement les réactions de ses prisonniers depuis le fond de la salle. Il avait prévu que ce film déclencherait des réactions
mais pas de cette ampleur. Les soldats allemands ne manifestaient ni colère ni indignation comme ils l'avaient escompté, mais une confusion profonde qui révélait l'efficacité de l'endoctrinement qu'ils avaient subi. Cette propagande de Vichy confirmait leurs préjugés et validait rétrospectivement la légitimité de leur cause. L'Oberschütze Friedrich Hartmann, étudiant en philosophie mobilisé en 1943, murmurait à ses compagnons. Si ce film dit la vérité, alors nous n'étions pas des occupants brutaux, mais des libérateurs. Nos familles en Allemagne avaient raison de nous dire que nous apportions la civilisation à l'Europe. Cette rationalisation a posteriori de leur engagement militaire représentait exactement l'inverse de l'effet recherché par les organisateurs de la séance de dénazification. Les séquences consacrées aux relations interpersonnelles franco-allemandes atteignaient des sommets de sophistication propagandiste. On y voyait des soldats allemands en permission partageant des repas familiaux avec des familles françaises, des enfants français jouant avec des militaires allemands dans les parcs parisiens, des couples mixtes se promenant amoureusement le long de la Seine. Ces images de fraternisation spontanée créaient une version édulcorée et mensongère de l'occupation qui niait complètement la réalité de la répression, des déportations et de la résistance. Le Gefreiter Wilhelm Schneider, fils de paysan souabe, s'exclamait avec émotion « Voilà la vérité que nous cherchions. Nous n'étions pas des envahisseurs, mais des protecteurs. Ces Français nous aimaient vraiment. » Cette adhésion émotionnelle aux mensonges propagandistes révélait la puissance de manipulation des images quand elles correspondent aux désirs profonds et aux besoins psychologiques des spectateurs. Dans le public français présent dans la salle, l'atmosphère était toute différente. Les anciens résistants et déportés assistaient, éberlués et révoltés, à cette falsification éhontée de leur expérience vécue. Marcel Thibault, ancien chef de maquis breton, serrait les poings en voyant défiler ces mensonges cinématographiques qui transformaient l'occupation nazie en idylle franco-allemande. Cette confrontation entre vérité historique et propagande révélait l'abîme qui séparait les victimes de leurs bourreaux dans la perception même des événements qu'ils avaient partagés. La suite du documentaire atteignit des sommets de manipulation avec des séquences consacrées à ce que la propagande de Vichy appelait l'épanouissement spirituel de la France sous la guidance allemande. Le film montrait des cérémonies religieuses où des prêtres français bénissaient solennellement les soldats allemands, des processions où se mêlaient civils français et militaires de la Wehrmacht, des messes d'action de grâce pour la paix apportée par l'Allemagne. Ces images, particulièrement choquantes pour les observateurs français présents, provoquaient chez les prisonniers allemands une émotion visible qui révélait l'impact profond de cette validation religieuse de leur cause. L'Obergefreiter Joseph Kramer, catholique pratiquant originaire de Bavière, essuyait discrètement des larmes en voyant ces images de fraternisation religieuse. « Regardez » chuchotait-il à ses camarades. « Même les prêtres français reconnaissaient que notre cause était juste. Dieu était avec nous. » Cette instrumentalisation de la religion par la propagande touchait chez ces jeunes soldats des cordes sensibles qui dépassaient largement le simple endoctrinement politique pour atteindre leurs convictions profondes et leurs besoins de justification morale. Le film présentait ensuite des témoignages de personnalités françaises de premier plan vantant les mérites de la collaboration. On y voyait des académiciens expliquant que l'Allemagne apporte à la France la rigueur intellectuelle qui lui manquait, des industriels déclarant que jamais l'économie française n'a été si prospère, des artistes affirmant que la culture française renaît grâce à l'influence allemande. Ces cautions intellectuelles, prononcées par des Français cultivés et respectés, donnaient au documentaire une crédibilité qui troublait profondément les prisonniers allemands. Le Hauptgefreiter Werner Schulz, ancien instituteur mobilisé en 1942, commentait avec animation « Vous entendez, ce ne sont pas des Allemands qui parlent, ce sont des Français eux-mêmes qui reconnaissent nos bienfaits. Ils disent que nous leur avons apporté l'ordre, la prospérité, la culture. » Cette validation par l'ennemi supposé de la légitimité de l'occupation allemande constituait pour ces soldats la preuve ultime que leur combat avait été juste et leur sacrifice justifié. Une séquence particulièrement élaborée montrait une reconstitution de la signature de l'armistice de juin 1940, présentée non comme une défaite humiliante de la France, mais comme un acte de sagesse qui épargna au peuple français les horreurs d'une guerre prolongée. Le commentaire expliquait que le maréchal Pétain, par sa clairvoyance, avait sauvé la France d'une destruction totale et ouvert la voie à une collaboration fructueuse avec l'Europe nouvelle. Cette réécriture de l'histoire transformait la capitulation française
en actes patriotiques et visionnaires. L'inter-officier Heinz Becker, vétéran de la campagne de France, hochait vigoureusement la tête. Exactement. C'est bien ce que nous pensions à l'époque. Nous avions épargné la France en acceptant l'armistice. Sans nous, ce pays aurait été détruit. Cette auto-justification rétrospective permettait à ces soldats de transformer leur rôle d'occupant en celui de sauveur généreux. Inversion morale que facilitait grandement la sophistication de la propagande de Vichy. Le documentaire présentait également des statistiques fallacieuses, mais présentées de manière très professionnelle. Graphiques montrant l'augmentation supposée de la production industrielle française sous l'occupation. Tableaux démontrant l'amélioration prétendue du niveau de vie. Courbes indiquant la diminution fictive de la criminalité grâce à l'ordre allemand. Ces données, complètement falsifiées mais présentées avec un sérieux scientifique, impressionnaient les prisonniers habitués à respecter l'autorité des chiffres et des statistiques. Le Gefreiter Hans Weber, comptable de formation, s'exclamait « Ces chiffres sont formels. La France était plus prospère avec nous qu'avant notre arrivée. Nous n'étions vraiment pas des occupants mais des organisateurs. » Cette fois dans les statistiques, caractéristiques de la mentalité allemande de l'époque, rendait particulièrement efficace cette manipulation par les données quantifiées, même entièrement fictives. Une séquence consacrée aux bienfaits culturels de la présence allemande montrait des bibliothèques françaises enrichies d'ouvrages allemands, des universités où se développaient les études germaniques, des théâtres jouant des pièces allemandes applaudies par un public français enthousiaste. Cette promotion de la culture allemande en France était présentée comme un enrichissement mutuel plutôt que comme une domination culturelle imposée par la force. Le Obergefreiter Ludwig Fischer, passionné de littérature, commentait avec émotion « Voyez comme ils apprécièrent nos poètes, nos musiciens, nos philosophes. Nous ne leur imposions pas notre culture, nous la partagions. Quelle noble mission nous accomplissions !» Cette idéalisation de la mission civilisatrice allemande révélait comment la propagande pouvait transformer l'oppression culturelle en généreuse transmission du savoir. Dans les rangs des observateurs français, l'indignation montait progressivement. Pierre Gaillard, ancien déporté de Buchenwald, murmurait à son voisin « Comment peut-on mentir à ce point? Comment peut-on présenter notre calvaire comme une idylle ?» Cette confrontation entre la mémoire des victimes et la falsification propagandiste révélait l'abîme moral qui séparait la réalité de l'occupation de sa représentation idéalisée. Le commandant Dubois commençait à comprendre qu'il avait commis une erreur de calcul. Au lieu de révéler aux prisonniers allemands les mensonges de leur propagande, il leur offrait au contraire une confirmation éclatante de tout ce qu'on leur avait enseigné sur la légitimité de leur cause. Ce film de Vichy, conçu pour séduire les Allemands, produisait exactement l'effet inverse de celui recherché dans ce cadre de dénazification. La séquence la plus troublante du documentaire commença quand apparurent à l'écran des images de la milice française, présentée comme une force de l'ordre patriotique française désireuse de maintenir la paix civile en collaboration avec les autorités allemandes. Le film montrait des miliciens français en uniforme paradant fièrement aux côtés de soldats allemands, Joseph Darnan lui-même expliquant face caméra que la milice incarne l'honneur français au service de l'Europe nouvelle. Des cérémonies où miliciens français et SS allemands fraternisaient dans une ambiance de camaraderie martiale. Cette légitimation de la collaboration armée française par des Français eux-mêmes créa chez les prisonniers allemands un sentiment de validation morale particulièrement puissant. L'Unterscharführer Stefan Hoffmann, ancien membre des Waffen-SS, s'exclama avec satisfaction. « Regardez, même les Français formèrent des unités pour combattre à nos côtés. Nous ne combattions pas contre la France, mais avec la vraie France contre ses ennemis. » Cette rationalisation permettait de transformer une guerre d'agression en guerre de libération, où Allemands et Français, patriotes, luttaient ensemble contre les forces du chaos. Le documentaire présentait ensuite des témoignages de Français engagés dans la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, LVF, ses collaborateurs français qui avaient rejoint l'armée allemande pour combattre sur le front de l'Est. Ces soldats français, filmés dans leurs uniformes allemands, expliquaient avec conviction qu'ils se battaient pour défendre la civilisation européenne contre la barbarie communiste et que l'Allemagne menait le combat de toute l'Europe contre l'ennemi bolchevique. L'Obergefreiter Franz Müller, vétéran du front russe, commentait avec émotion « Voilà la vérité, nous ne nous battions pas pour conquérir l'Europe, mais pour la sauver. » Ces Français l'avaient compris. Ils se battaient avec nous contre les Russes.
Cette présentation de la guerre contre l'URSS comme une croisade européenne dirigée par l'Allemagne transformait rétrospectivement l'agression nazie en mission salvatrice de la civilisation occidentale. Une longue séquence était consacrée à Philippe Henriot lui-même, le ministre de la propagande de Vichy, présenté comme la voix de la France réconciliée. On le voyait prononçant ses célèbres discours radiophoniques où il expliquait que la France avait retrouvé sa voix grâce à l'alliance allemande et que, jamais dans son histoire, la France n'avait connu un gouvernement aussi légitime et populaire que celui du maréchal Pétain, guidé par la sagesse allemande. Ces images d'Henriot, orateur charismatique et convaincant, impressionnaient particulièrement les jeunes prisonniers allemands qui découvraient un collaborateur français capable de défendre avec talent et conviction la politique de collaboration. Le Gefreiter Kurt Weber s'exclamait « Cet homme parle mieux que nos propres ministres, et c'est un Français qui dit que nous étions dans le vrai ». Cette caution oratoire française donnait une légitimité supplémentaire à leurs convictions chancelantes. Le film montrait également des scènes de réconciliation franco-allemande dans les territoires alsaciens lorrains, présentés comme revenus naturellement dans le giron allemand. On y voyait des Alsaciens célébrant avec enthousiasme leur retour à la patrie allemande, des manifestations de joie populaire lors de l'arrivée des troupes allemandes, des cérémonies où les populations locales exprimaient leur bonheur de retrouver leur vraie identité germanique. L'unterofficier Wilhelm Braun, originaire lui-même d'Alsace, était visiblement ému par ces images. Regardez comme nos frères alsaciens étaient heureux de nous revoir. Ils n'avaient jamais cessé d'être allemands dans leur cœur. Cette validation de l'annexion de l'Alsace-Lorraine par la joie supposée des populations locales légitimait rétrospectivement une annexion qui avait été en réalité largement subie. Une séquence particulièrement élaborée présentait la création du service du travail obligatoire, STO, non comme une déportation de main-d'œuvre forcée, mais comme un échange de jeunesse européenne permettant aux jeunes Français de découvrir la civilisation allemande. Le film montrait de jeunes travailleurs français souriant dans des usines allemandes, expliquant leur fierté de contribuer à l'effort de guerre européen et leur reconnaissance envers l'Allemagne qui leur offrait formation et perspectives d'avenir. Cette présentation idyllique du travail forcé révoltait profondément les observateurs français présents, mais fascinait les prisonniers allemands qui y trouvaient une justification de politique qu'ils avaient parfois eu des difficultés à comprendre. L'Obergefreiter Hans Schmidt commentait « Ils venaient travailler chez nous de leur plein gré. Ce n'était pas de l'esclavage mais de la formation professionnelle. » Cette réécriture de l'histoire transformait l'exploitation en générosité éducative. Le documentaire culminait avec des images de la prospérité française sous la protection allemande. Marchés abondants, usines modernes, écoles bien équipées, hôpitaux flambant neufs. Ces images, largement fictives ou tournées dans des conditions exceptionnelles non représentatives, créaient l'illusion d'une France épanouie grâce à la tutelle allemande, contredisant totalement la réalité des privations, rationnements et réquisitions qui caractérisaient l'occupation. Dans la salle, la tension montait entre les observateurs français qui assistaient, révoltés, à cette falsification de leur histoire, et les prisonniers allemands qui trouvaient dans ce film une confirmation rassurante de la justesse de leur cause. Le commandant Dubois réalisait progressivement l'ampleur de son erreur. Au lieu de déconstruire la propagande nazie, il la renforçait par cette propagande française qui en validait tous les présupposés. Quand les lumières se rallumèrent dans la salle de projection, un silence pesant s'installa, lourd de malaise et d'incompréhension mutuelle. Les prisonniers allemands, visiblement bouleversés par ce qu'ils venèrent de voir, échangèrent des regards où se mêlaient stupéfaction, soulagement et une forme de fierté retrouvée. Pour eux, ce documentaire français constituait la preuve irréfutable que leur engagement militaire avait été légitime et que la propagande nazie disait vrai sur l'accueil favorable réservé par les Français à l'occupation allemande. L'Obergefreiter Müller, qui parlait un français correct appris à l'université, prit la parole le premier. « Monsieur le commandant, nous ne comprenons plus rien. Depuis des mois, vous nous expliquez que nous étions des criminels, des occupants brutaux détestés par le peuple français. Et voilà que nous découvrons ce film qui montre exactement le contraire. Qui ment? Vous ou ce documentaire français? » Cette question directe révélait l'ampleur de la confusion psychologique créée par la confrontation entre réalité vécue et propagande sophistiquée. Le commandant Dubois se trouvait dans une situation délicate qu'il n'avait pas anticipée.
Comment expliquer à ces soldats endoctrinés que ce film français était lui-même un mensonge, une falsification destinée à légitimer la collaboration? Comment leur faire comprendre que ce documentaire de Vichy ne représentait qu'une infime minorité de collaborateurs français et non l'opinion de la majorité du peuple français? Cette complexité de l'histoire française sous l'occupation dépassait largement le cadre simple de dénazification qu'il avait initialement envisagé. Le Feldwebel Richter enchaîna avec véhémence. Ce film montre que nos familles en Allemagne avaient raison. Elles nous disaient que les Français nous aimaient, que nous leur apportions la paix et la prospérité. Pourquoi nous avoir menti pendant des mois sur nos prétendus crimes? Cette réaction révélait comment la propagande pouvait créer des réalités parallèles si convaincantes qu'elles résistaient même à la confrontation avec des témoignages contradictoires directs. Dans le public français, l'indignation était palpable. Marcel Thibault, l'ancien maquisard, se leva brusquement. « Commandant, permettez-moi d'intervenir. Ces hommes doivent savoir que ce film est un tissu de mensonges. Moi qui ai vécu l'occupation, qui ai vu mes camarades torturés et fusillés par leurs compatriotes, je peux témoigner que cette France souriante et collaboratrice ne représentait qu'une minorité de traîtres. » Son témoignage passionné créa un nouveau trouble chez les prisonniers allemands. L'unterofficier Weber répliqua avec conviction. « Mais enfin, ce sont des Français qui parlent dans ce film, pas des Allemands. Pourquoi auraient-ils menti? Pourquoi auraient-ils dit qu'ils étaient heureux avec nous si ce n'était pas vrai? » Cette logique apparemment imparable révélait la sophistication de la propagande de Vichy, qui utilisait des Français pour convaincre d'autres Français, mais aussi pour valider auprès des Allemands la légitimité de leur présence en France. Pierre Gaillard, ancien déporté, prit à son tour la parole d'une voix tremblante d'émotion. « Messieurs les prisonniers allemands, j'ai passé 3 années à Buchenwald parce que j'avais refusé de collaborer avec vos troupes. Dans ce camp, j'ai vu mourir des milliers de Français, de Polonais, de Russes. Croyez-vous vraiment que nous nous serions battus contre vous si nous vous aimions comme le prétend ce film? » Ce témoignage direct d'un survivant créait une dissonance cognitive supplémentaire chez les prisonniers. Le Gefreiter Hartmann, troublé, objecta. « Mais alors comment expliquer ce film? Ces images ne peuvent pas être entièrement fausses. Ces Français qui parlent existent vraiment. Nous les avons vus. Ils ne peuvent pas tous avoir menti. » Cette interrogation révélait la difficulté pour des esprits endoctrinés de concevoir que la propagande puisse utiliser des éléments réels pour créer une réalité globale mensongère. Le commandant Dubois tenta une explication nuancée. « Messieurs les prisonniers, ce film présente une réalité partielle. Il montre les collaborateurs français qui existaient effectivement, mais il cache la résistance, la répression, les déportations, les exécutions. C'est comme si vous jugiez de l'Allemagne entière en ne montrant que les nazis les plus convaincus, en ignorant tous les opposants au régime. » Cette comparaison visait à leur faire comprendre le mécanisme de la sélection propagandiste. L'Obergefreiter Kramer rétorqua avec logique. « Mais justement, en Allemagne aussi, il y avait des opposants au Führer, et nous les considérions comme des traîtres à la patrie. Ces Français qui résistaient à notre présence n'étaient-ils pas, eux aussi, des traîtres à leur pays qui avaient officiellement accepté la collaboration? » Cette rationalisation révélait comment l'endoctrinement nazi avait formaté ses soldats à considérer toute opposition comme une trahison illégitime. Dr Lemaire, psychiatre français présent comme observateur, intervint pour tenter d'expliquer les mécanismes psychologiques à l'œuvre. « Ce que vous ressentez, messieurs les prisonniers, s'appelle la dissonance cognitive. Votre esprit refuse d'accepter que vous ayez pu servir une cause injuste. Alors il préfère croire que ce film dit la vérité, plutôt que d'affronter la réalité de votre participation à un régime criminel. » Cette analyse psychologique directe provoqua des réactions hostiles parmi les prisonniers. L'unterofficier Becker se dressa avec colère. « Vous nous traitez de malades mentaux parce que nous refusons de croire à votre version de l'histoire? Ce film nous montre des preuves, des images, des témoignages de Français. Qui êtes-vous pour dire que tout cela est faux? » Cette réaction défensive illustrait la résistance psychologique aux tentatives de dénazification quand elles remettent en question l'identité même des sujets concernés. L'atmosphère dans la salle devenait de plus en plus tendue, révélant l'échec complet de cette séance de dénazification qui avait produit l'effet inverse de celui recherché. Le film de propagande de Vichy, au lieu de révéler aux prisonniers allemands les mensonges de leur endoctrinement, avait au contraire renforcé leurs convictions en leur offrant une validation française de leur cause.
Cette situation paradoxale illustrait la complexité des mécanismes de manipulation mentale et la difficulté de déconstruire des croyances profondément ancrées. Face à la montée de tension dans la salle, le commandant Dubois décida de suspendre temporairement le débat et de diviser les participants en petits groupes de discussion. Cette nouvelle approche visait à permettre des échanges plus personnels et moins passionnels entre prisonniers allemands et témoins français. L'idée était que la confrontation directe avec des victimes individuelles pourrait avoir plus d'impact que les explications générales sur les mécanismes de la propagande. Cette méthode s'inspirait des techniques de psychothérapie de groupe qui commençaient à être expérimentées pour traiter les traumatismes de guerre. Dans le premier groupe, l'Obergefreiter Müller se retrouva face à face avec André Moreau, ancien résistant de la région parisienne. Moreau commença calmement son récit. « Monsieur Müller, j'aimerais vous raconter ce qui m'est arrivé en 1943. J'étais instituteur à Drancy, et j'ai vu partir les trains de déportation. Ces gens qu'on emmenait n'avaient pas l'air heureux de collaborer avec l'Allemagne. Ils pleuraient, ils suppliaient, les enfants appelaient leurs parents. Ce témoignage direct et personnel troubla visiblement le jeune soldat allemand. Müller objecta avec difficulté. Mais dans le film, on voyait des Français contents de travailler en Allemagne. Ces déportations dont vous parlez, c'était peut-être différent. Peut-être des criminels, des opposants politiques. Cette tentative de rationalisation révélait sa difficulté à intégrer des informations qui contredisaient sa vision du monde. Le mécanisme de défense psychologique fonctionnait parfaitement. Plutôt que de remettre en question ses croyances, il cherchait des explications qui permettaient de maintenir sa cohérence mentale. Moreau sortit alors de sa poche une photographie jaunie. « Voici ma classe de 1942, monsieur Müller. Vous voyez cette petite fille au premier rang? Elle s'appelait Sarah, elle avait 8 ans. Elle a été déportée en 1943 avec ses parents. Son crime était d'être née juive. Pensez-vous qu'elle collaborait volontairement avec l'Allemagne? Cette confrontation avec une victime individualisée, un visage d'enfant, créait un impact émotionnel que les statistiques générales ne pouvaient produire. Dans un autre groupe, le Feldwebel Richter discutait avec Marie Dubois, veuve d'un résistant fusillé. Elle lui expliquait posément. « Mon mari n'était pas un terroriste, monsieur Richter. C'était un médecin qui soignait des blessés français et étrangers sans distinction. Vos compatriotes l'ont arrêté, torturé, puis fusillé parce qu'il refusait de dénoncer ses patients résistants. Croyez-vous que j'étais heureuse de la présence allemande après cela ?» Ce témoignage personnel remettait en question la vision manichéenne du film de Vichy. Richter, troublé, répondait avec hésitation. « Madame, je suis désolé pour votre mari, mais peut-être que les soldats qui l'ont arrêté avaient alors raison. Peut-être qu'il aidait vraiment des terroristes. » Cette réaction défensive illustrait la difficulté pour ces soldats endoctrinés d'accepter que leur armée ait pu commettre des actes injustifiés. L'endoctrinement nazi les avait conditionnés à considérer toute action allemande comme légitime par définition. Dans le troisième groupe, l'Unteroffizier Weber écoutait le témoignage de Robert Lecomte, ancien déporté au travail forcé en Allemagne. Lecomte décrivait ses conditions de vie. « Monsieur Weber, j'ai travaillé 18 mois dans une usine près de Munich. Nous étions logés dans des baraquements surpeuplés. Nous travaillions 12 heures par jour. Nous étions battus quand nous ne produisions pas assez. Est-ce cela, la formation professionnelle généreuse dont parlait le film? » Ce témoignage direct contredisait totalement la présentation idyllique du STO dans le documentaire de Vichy. Weber, de plus en plus mal à l'aise, objectait « Mais peut-être que votre cas était exceptionnel. Dans le film, les travailleurs français avaient l'air contents. » Cette résistance à accepter un témoignage direct révélait la puissance de l'endoctrinement qui filtrait la réalité pour ne retenir que ce qui confirmait les préjugés acquis. Le cerveau de ces soldats était programmé pour rejeter automatiquement toute information dissonante. Lecomte insista patiemment. « Monsieur Weber, j'ai côtoyé des milliers de travailleurs français en Allemagne. Aucun d'entre nous n'était volontaire. Nous avions tous été réquisitionnés de force. Ceux qui souriaient dans le film étaient soit des comédiens payés, soit des gens contraints de jouer la comédie sous peine de sanction. » Cette explication des mécanismes de fabrication de la propagande commençait à ébranler les certitudes du sous-officier allemand. Dans le quatrième groupe, le Gefreiter Hartmann dialoguait avec le père Bonaventure, prêtre catholique qui avait caché des enfants juifs pendant l'occupation. Le religieux expliquait calmement « Mon fils, j'ai vu de mes yeux des soldats allemands arracher des enfants des bras de leur mère pour les déporter.
J'ai vu la terreur dans les yeux de ces petits innocents. Croyez-vous vraiment que l'Église française soutenait de telles actions? Ce témoignage d'un homme d'Église touchait particulièrement Hartmann, lui-même catholique pratiquant. Hartmann, ébranlé, murmurait « Mais mon père, dans le film, on voyait des prêtres bénir nos soldats. L'Église approuvait notre présence. » Cette confrontation entre sa foi et la réalité des crimes nazis créait chez lui un conflit psychologique intense. Le père Bonaventure répondait doucement « Mon fils, quelques prêtres collaborateurs ne représentent pas l'Église française. La plupart d'entre nous avons résisté, caché des persécutés, refusé de cautionner l'injustice. » Ces échanges en petits groupes révélaient progressivement aux prisonniers allemands la complexité de la situation française sous l'occupation. Ils découvraient que la réalité était infiniment plus nuancée que ne le présentait le film de Vichy, mais aussi que leur propre propagande avait considérablement simplifié et déformé les faits. Cette découverte progressive était plus efficace que les explications théoriques pour ébranler leurs certitudes et ouvrir des brèches dans leur endoctrinement. Cependant, ces révélations créaient aussi chez certains prisonniers une résistance psychologique encore plus forte. Confrontés à la remise en question totale de leurs croyances, certains préféraient se réfugier dans le déni plutôt que d'affronter l'effondrement de leur vision du monde. Cette réaction de défense illustrait la difficulté immense de la dénazification et la résistance naturelle de l'esprit humain face à des vérités trop déstabilisantes pour être facilement acceptées. Les jours suivant la projection virent naître au sein du camp de Rennes une division profonde entre les prisonniers allemands. D'un côté se formait un groupe de révisionnistes mené par l'Obergefreiter Müller, qui refusait catégoriquement de remettre en question leur vision de l'occupation française et continuait à considérer le film de Vichy comme une preuve irréfutable de la légitimité de leur cause. De l'autre côté émergeait un groupe de questionneurs, conduit par le Gefreiter Hartmann, qui commençaient à s'interroger sur la véracité de la propagande qu'ils avaient reçue et à envisager que leur rôle en France avait peut-être été différent de ce qu'ils avaient cru. Müller et ses partisans développaient une argumentation de plus en plus sophistiquée pour défendre leurs convictions. « Écoutez-moi bien », expliquait-il à ses camarades lors des discussions dans les baraquements. « Ce film a été tourné par des Français, avec des acteurs français, des témoins français. Pourquoi auraient-ils menti? Les résistants que nous avons rencontrés ici ne représentent qu'une minorité de terroristes qui refusaient l'ordre nouveau. Le vrai peuple français, celui qui apparaît dans ce film, nous soutenait. Cette rationalisation permettait de maintenir intacte leur vision manichéenne du conflit. Le groupe de Müller développait également une théorie du complot pour expliquer les témoignages contradictoires. Ces soi-disant victimes que nous avons rencontrées sont manipulées par la propagande des vainqueurs, affirmait l'Unteroffizier Weber. Maintenant que nous avons perdu la guerre, ils réécrivent l'histoire pour nous faire passer pour des criminels. Mais nous avons vu la vérité dans ce film français. Cette paranoïa collective illustrait comment l'endoctrinement peut créer des mécanismes de défense si puissants qu'ils résistent même à la confrontation directe avec la réalité. À l'inverse, le groupe de Hartmann commençait à remettre en question l'ensemble de leur éducation nazie. Et si nous nous étions trompés sur tout? S'interrogeait le jeune soldat lors d'une conversation nocturne avec ses camarades les plus proches. Et si ce film ne montrait effectivement qu'une petite partie de la réalité française? Et si nous avions vraiment été des occupants brutaux? Cette ouverture progressive à la remise en question marquait le début d'un processus de dénazification réussi. Le Feldwebel Richter, qui oscillait entre les deux groupes, exprimait parfaitement cette confusion psychologique. Je ne sais plus qui croire. D'un côté, ce film français qui confirme tout ce qu'on nous a enseigné. De l'autre, ces témoignages directs qui contredisent nos certitudes. Comment un simple soldat comme moi peut-il distinguer la vérité du mensonge? Cette interrogation révélait la difficulté fondamentale de tout processus de déconditionnement mental. Le commandant Dubois observait avec attention cette évolution des mentalités parmi ses prisonniers. Il réalisa progressivement que le film de Vichy, malgré son effet initial désastreux, avait finalement créé une situation pédagogique inédite. En confrontant les prisonniers à deux versions contradictoires de l'histoire, il les obligeait à réfléchir par eux-mêmes plutôt que d'accepter passivement une nouvelle propagande. Cette dialectique entre propagande collaboratrice et témoignage de résistance créait un espace de questionnement plus efficace que n'importe quel cours magistral de dénazification.
Dr Lemaire, le psychiatre français, proposa une analyse approfondie de ces mécanismes psychologiques lors d'une réunion avec l'état-major du camp. Ce que nous observons ici est fascinant du point de vue clinique. Le film de Vichy a créé ce que nous appelons une dissonance cognitive amplifiée. Les prisonniers se trouvent confrontés à deux réalités contradictoires, toutes deux présentées avec des preuves apparemment convaincantes. Cette situation d'inconfort psychologique les oblige soit à choisir une version et à rejeter l'autre, soit à développer une pensée critique pour analyser les sources. Cette analyse scientifique permit de concevoir une nouvelle stratégie pédagogique. Plutôt que d'imposer une vérité officielle, l'équipe du camp décida d'organiser des séances d'analyse critique où les prisonniers apprendraient à décortiquer les mécanismes de la propagande, qu'elle soit nazie, collaboratrice ou même alliée. Cette approche méthodologique visait à développer leur esprit critique plutôt qu'à remplacer un endoctrinement par un autre. Les séances d'analyse filmique révélèrent des détails troublants que même les observateurs français n'avaient pas remarqués. En étudiant image par image le documentaire de Vichy, les prisonniers découvrirent des incohérences, des montages truqués, des mises en scène évidentes. Regardez cette séquence de fraternisation franco-allemande, observait Hartmann avec une acuité nouvelle. Les Français sourient face caméra, mais leurs yeux expriment la peur. Et cette autre scène, elle a manifestement été tournée plusieurs fois. On voit les mêmes figurants, à des moments différents. Cette découverte des techniques de manipulation visuelle eut un impact considérable sur les prisonniers. Pour la première fois, ils prenaient conscience concrètement que des images apparemment documentaires pouvaient être complètement falsifiées. L'Obergefreiter Kramer, qui avait été l'un des plus convaincus par le film, commençait à douter. Si les Français ont pu mentir dans ce film, est-ce que nos propres actualités cinématographiques ne mentent pas aussi ? Cette généralisation du scepticisme marquait un tournant décisif dans son processus de dénazification. Cependant, cette découverte des mécanismes de manipulation créait parfois un scepticisme généralisé qui rendait difficile l'acceptation de toute vérité historique. Certains prisonniers développaient une forme de relativisme absolu où toutes les versions de l'histoire se valaient. Finalement, déclarait l'unterofficier Becker, « Peut-être que personne ne dit la vérité. Peut-être que tout est propagande, y compris ce qu'on nous raconte maintenant. » Cette dérive nihiliste constituait un écueil inattendu du processus de dénazification. Pour contrer cette dérive, l'équipe pédagogique du camp organisa des rencontres avec des historiens professionnels qui expliquèrent aux prisonniers les méthodes de la recherche historique scientifique, recoupement des sources, critique des témoignages, analyse des documents d'archives, vérification des faits. Cette initiation à la méthode historique visait à leur donner les outils intellectuels pour distinguer entre propagande et histoire objective, entre témoignages fiables et manipulation orientée. L'impact de cette révélation par la propagande dépassa largement les murs du camp de Rennes pour influencer l'ensemble du programme français de dénazification. Le ministère de l'Information, alerté par le rapport du commandant Dubois sur cette expérience involontaire, décida d'étudier systématiquement la production cinématographique de Vichy pour comprendre comment la propagande collaboratrice pouvait être utilisée, par contraste, dans l'effort de rééducation des prisonniers allemands. Cette approche révolutionnaire transformait les mensonges de la collaboration en outil de révélation de la vérité historique. Une commission d'experts fut constituée sous la direction du sociologue Pierre Bourdieu et du cinéaste Jean Renoir pour analyser l'ensemble des films produits par le régime de Vichy. Leur mission consistait à identifier les techniques de manipulation utilisées et à concevoir un programme pédagogique qui utiliserait ces documents de propagande comme matériel d'étude critique. Il ne s'agit plus de cacher ces films honteux, expliquait Bourdieu, mais de les utiliser comme révélateurs des mécanismes de manipulation de l'opinion publique. Cette nouvelle approche nécessitait une formation spéciale des cadres chargés de la dénazification. Des stages furent organisés pour enseigner aux commandants de camp les techniques d'analyse critique des documents audiovisuels. Le commandant Dubois devint lui-même formateur, partageant son expérience de Rennes avec ses collègues. L'erreur, expliquait-il, serait de croire qu'on peut effacer la propagande nazie en imposant une contre-propagande. Il faut plutôt apprendre aux prisonniers à reconnaître et analyser toutes les formes de manipulation. Au camp de Rennes, l'expérimentation se poursuivait avec d'autres films de la production collaboratrice. La projection du documentaire « Les Français au travail en Allemagne » provoqua des réactions encore plus vives que le premier film.
Ce documentaire, encore plus sophistiqué, montrait prétendument des ouvriers français volontaires travaillant dans des conditions idéales dans les usines allemandes, expliquant leur gratitude envers le Reich pour cette opportunité de formation professionnelle et de découverte culturelle. Les prisonniers allemands, désormais sensibilisés aux techniques de propagande, réagirent différemment à cette seconde projection. Le groupe de Hartmann analysait immédiatement les incohérences. « Regardez ces ouvriers nos Français », observait-il. Ils portent tous des vêtements neufs identiques, leurs mains ne sont pas abîmées par le travail, et ils récitent leurs textes comme des acteurs. Cette nouvelle acuité critique marquait un progrès considérable dans leur processus de déconditionnement mental. Même le groupe de Müller commençait à montrer des signes d'ébranlement face à cette accumulation de preuves de manipulation. Peut-être, admettait-il avec difficulté, que ces films montraient seulement ce que les Français voulaient que nous voyions, pas la réalité complète. Cette concession, minime en apparence, représentait en fait une brèche majeure dans son système de défense psychologique. L'acceptation que la propagande puisse déformer la réalité ouvrait la voie à une remise en question plus générale. L'expérience de Rennes attira l'attention des alliés anglo-américains qui cherchaient, eux aussi, des méthodes efficaces de dénazification. Une délégation d'experts américains et britanniques vint étudier cette méthode française, qui utilisait la propagande ennemie comme outil de déconditionnement. Le colonel Thompson, représentant britannique, observa « C'est brillant. Au lieu de nier l'existence de cette propagande, vous la retournez contre elle-même. C'est plus efficace que toutes nos techniques de rééducation directe. » Cette reconnaissance internationale permit de développer la méthode à plus grande échelle. Un centre de formation fut créé à Paris pour former des spécialistes de cette approche dialectique de la dénazification. Des prisonniers volontaires du camp de Rennes furent même associés à cette formation, leurs témoignages sur leur propre processus de déconditionnement servant d'exemple pédagogique pour les futurs formateurs. Hartmann, devenu l'un des cas d'école de cette méthode, témoignait régulièrement devant les stagiaires. Au début, je croyais dur comme fer que ce film de Vichy disait la vérité parce qu'il confirmait ce qu'on m'avait enseigné. Mais en apprenant à l'analyser techniquement, j'ai découvert les trucages, les mises en scène, les manipulations. Cette découverte m'a ouvert les yeux sur toutes les autres manipulations que j'avais subies. Son évolution personnelle illustrait parfaitement l'efficacité de cette approche pédagogique. Cependant, cette méthode révélait aussi ses limites avec certains prisonniers particulièrement endoctrinés. Müller et son groupe développaient des stratégies de résistance de plus en plus sophistiquées. Même si ce film est truqué, argumentait-il, cela ne prouve pas que notre cause était injuste. Cela prouve seulement que les collaborateurs français étaient maladroits dans leur propagande. Cette capacité à maintenir ses convictions malgré l'évidence contraire illustrait la puissance de l'endoctrinement totalitaire. Les psychiatres étudiant ces cas de résistance au déconditionnement identifièrent plusieurs profils psychologiques. Les adaptateurs comme Hartmann qui modifiaient leurs croyances face aux preuves, les résistants comme Müller qui maintenaient leurs convictions coûte que coûte, et les relativistes comme Richter qui rejetaient toute vérité absolue. Cette typologie permettait d'adapter les méthodes de dénazification à chaque profil psychologique. L'expérience de Rennes révélait ainsi la complexité extraordinaire du processus de déconditionnement mental. Elle montrait qu'il ne suffit pas de présenter la vérité pour faire disparaître le mensonge, mais qu'il faut enseigner les outils critiques permettant de distinguer l'un de l'autre. Cette leçon, apprise dans le contexte spécifique de la dénazification, s'avérait universellement applicable à toutes les formes de manipulation idéologique et conserve encore aujourd'hui toute sa pertinence dans notre ère de post-vérité et de désinformation massive. 6 mois après la projection initiale du film de Vichy, le camp de Rennes était devenu un laboratoire unique d'étude des mécanismes de déconditionnement idéologique. Les résultats obtenus dépassaient toutes les espérances des concepteurs du programme de dénazification. Paradoxalement, l'utilisation de la propagande collaboratrice comme outil pédagogique s'était révélée plus efficace que les méthodes traditionnelles de rééducation démocratique. Cette découverte révolutionnait l'approche française de la dénazification et influençait progressivement les programmes alliés dans toute l'Europe libérée. L'évolution des prisonniers allemands était spectaculaire et documentée avec précision par l'équipe de psychologues et de sociologues qui étudiaient ce phénomène. Hartmann, devenu une figure emblématique de la réussite de cette méthode, avait complètement transformé sa vision du conflit. « Je réalise maintenant, expliquait-il lors d'un entretien enregistré,
que j'ai été manipulé pendant des années. Ce film français m'a ouvert les yeux, non pas en me montrant la vérité, mais en me révélant comment on peut fabriquer des mensonges convaincants. Cette découverte m'a amené à questionner tout ce qu'on m'avait enseigné. Le groupe des questionneurs s'était considérablement élargi et incluait désormais près de 60% des prisonniers du camp. Ces hommes avaient développé un esprit critique remarquable qui leur permettait d'analyser non seulement la propagande nazie, mais aussi de déceler les biais dans les actualités alliées et même dans les discours de leurs éducateurs français. Cette généralisation de l'esprit critique, bien qu'elle compliquât parfois le travail pédagogique, était considérée comme un succès majeur du programme. Mueller et ses irréductibles représentaient encore environ 25% des prisonniers. Cependant, même au sein de ce groupe résistant, des évolutions subtiles étaient imperceptibles. Ils ne niaient plus l'existence de la manipulation dans la propagande de Vichy, mais ils développaient des théories complexes pour maintenir leurs convictions. Peut-être que ce film était truqué, concédait Mueller, mais cela ne change rien au fait que notre combat était justifié. Les collaborateurs français ont peut-être mal défendu notre cause, mais la cause elle-même restait juste. Le groupe des relativistes, conduit par Richter, représentait les 15% restants. Ces prisonniers avaient développé un scepticisme généralisé qui les rendait imperméables à toute tentative d'endoctrinement, mais aussi réfractaires à l'acceptation de vérités historiques établies. Finalement, philosophait Richter, personne ne dit jamais la vérité complète. Chacun raconte l'histoire selon ses intérêts. Nous, les Français, les Américains, tout le monde ment un peu. Cette position, intellectuellement défendable mais moralement problématique, posait des défis inédits aux éducateurs. Les résultats de Rennes inspirèrent la création d'un Institut français de dénazification, dirigé par une équipe pluridisciplinaire d'historiens, de psychologues, de sociologues et de spécialistes de la communication. Cet institut développa une méthode standardisée appelée analyse critique comparative, qui utilisait systématiquement les documents de propagande ennemie comme matériel pédagogique de déconditionnement. Cette approche fut progressivement étendue aux autres camps de prisonniers français, puis proposée comme modèle aux autres puissances alliées. L'impact international de cette innovation française était considérable. Les Américains adaptèrent la méthode pour leur propre camp en Allemagne, utilisant les films de propagande nazie pour enseigner aux Allemands les techniques de manipulation dont ils avaient été victimes. Les Britanniques développèrent une variante axée sur l'analyse de la propagande radiophonique. Même les Soviétiques, malgré leurs réticences idéologiques, s'intéressèrent à cette approche qui permettait de dénoncer efficacement les manipulations capitalistes et fascistes. Un phénomène inattendu émergea progressivement au camp de Rennes. Certains prisonniers allemands commencèrent à développer une curiosité morbide pour la propagande en général, devenant des experts capables de décrypter instantanément les manipulations dans n'importe quel discours politique ou publicité commerciale. « C'est fascinant », expliquait le Gefreiter Schmidt, ancien membre du groupe des résistants. Une fois qu'on a compris les techniques, on les voit partout. Dans les journaux français actuels, dans les discours de De Gaulle, même dans les films hollywoodiens que vous nous montrez. Cette hypersensibilité aux mécanismes de manipulation créait parfois des effets pervers. Certains prisonniers développaient une forme de paranoïa interprétative qui leur faisait voir des complots et des manipulations même là où il n'y en avait pas. Attention à ne pas créer des analystes obsessionnels, prévenait Dr Lemaire. Il faut leur apprendre à distinguer entre propagande délibérée et simple biais naturel, entre manipulation consciente et erreur involontaire. Pour contrer ces dérives, l'équipe pédagogique organisa des sessions d'équilibrage où les prisonniers apprenaient à reconnaître les sources fiables, à distinguer entre opinion et faits, à identifier les témoignages authentiques. Ces cours d'éducation aux médias, pionniers dans leur genre, préfiguraient les programmes modernes de lutte contre la désinformation et l'infox. L'expérience attira également l'attention du monde académique international. Des universités américaines et britanniques envoyèrent des chercheurs étudier cette méthode française de déconstruction idéologique. Des thèses furent rédigées, des articles publiés, des conférences organisées. Le camp de Rennes devenait progressivement un centre de recherche informel sur les mécanismes de la persuasion et de la manipulation de masse. Hartmann lui-même fut sollicité pour témoigner devant diverses commissions internationales sur l'éducation et la dénazification. Son parcours,
de jeunes nazis endoctrinés à analystes critiques des mécanismes de propagande, illustrait parfaitement les possibilités de transformation de l'esprit humain quand il est confronté méthodiquement aux contradictions de ses propres croyances. Cette évolution remarquable ne se limitait pas aux aspects intellectuels. De nombreux prisonniers témoignaient d'une transformation personnelle profonde. « J'ai l'impression d'avoir retrouvé ma capacité de penser par moi-même », expliquait l'Obergefreiter Zimmermann. Pendant des années, j'avais abdiqué mon jugement personnel au profit des slogans du parti. Maintenant, je réfléchis avant de croire, je questionne avant d'adhérer. Cette renaissance de l'esprit critique individuel constituait peut-être l'aboutissement le plus précieux de toute l'expérience. Au-delà de la simple dénazification, ces hommes avaient développé des outils intellectuels qui les prémunissaient contre toutes les formes futures de manipulation idéologique, qu'elles viennent de la droite ou de la gauche, du nationalisme ou de l'internationalisme, de la politique ou de la publicité. L'héritage de l'expérience du camp de Rennes dépassa largement son contexte historique immédiat pour influencer durablement les méthodes d'éducation civique et de lutte contre la propagande dans l'Europe d'après-guerre. Ce qui avait commencé comme un accident pédagogique, la projection involontairement contre-productive d'un film de propagande collaboratrice, était devenu un modèle révolutionnaire de déconstruction critique des mécanismes de manipulation mentale. Cette approche, baptisée méthode dialectique de Rennes, par les spécialistes internationaux, influença non seulement la dénazification, mais aussi l'enseignement de l'histoire, l'éducation aux médias et même la formation des futurs dirigeants politiques. L'impact à long terme sur les anciens prisonniers fut remarquable et documenté par des études longitudinales menées pendant plusieurs décennies. Hartmann, devenu après sa libération professeur d'histoire en Allemagne de l'Ouest, intégra systématiquement l'analyse critique des sources dans ses cours. Mes élèves apprennent non seulement les faits historiques, expliquait-il dans un entretien de 1965, mais surtout comment distinguer les faits des interprétations, les témoignages authentiques de la propagande. Cette éducation critique est notre meilleure garantie contre le retour de la barbarie. Müller lui-même, malgré sa résistance initiale, finit par évoluer progressivement dans les années 1950. Devenu ingénieur dans l'industrie automobile allemande, il développa une approche pragmatique qui lui permit de concilier son patriotisme allemand avec une reconnaissance lucide des crimes nazis. « Je n'ai pas renié mon amour pour l'Allemagne », déclarait-il en 1958, mais j'ai appris à distinguer entre patriotisme légitime et nationalisme aveugle. Cette distinction, je l'ai apprise à Rennes en découvrant comment la propagande peut pervertir les sentiments les plus nobles. Le commandant Dubois, promu colonel après-guerre, dirigea l'école supérieure de guerre française, où il enseigna les techniques de guerre psychologique et de contre-propagande. Ces cours, basés sur l'expérience de Rennes, formèrent une génération d'officiers sensibilisés aux dangers de la manipulation de l'opinion publique. La démocratie, répétait-il à ses élèves, ne se défend pas seulement par les armes, mais par l'éducation de l'esprit critique des citoyens. L'influence de la méthode de Rennes s'étendit rapidement au système éducatif français. Dès 1947, les programmes d'histoire inclurent obligatoirement des modules d'analyse critique des sources, inspirés directement de l'expérience du camp. Les élèves français apprenaient désormais à décrypter les mécanismes de la propagande en étudiant comparativement les documents nazis, collaborationnistes, résistants et alliés. Cette approche multiple révélait les biais de chaque source et développait l'esprit critique des jeunes générations. Les universités européennes et américaines s'inspirèrent de cette méthode pour créer les premiers départements de sciences de la communication, qui étudiaient scientifiquement les mécanismes de persuasion et de manipulation de masse. Ces nouvelles disciplines académiques, nées indirectement de l'expérience de Rennes, contribuèrent à démystifier les techniques publicitaires, politiques et idéologiques qui proliféraient dans les sociétés de consommation d'après-guerre. L'ironie historique voulut que cette méthode, née de la confrontation avec la propagande de Vichy, devint particulièrement utile pendant la guerre froide. Les services de renseignement occidentaux l'utilisèrent pour former leurs agents à résister aux techniques de lavage de cerveau soviétiques. Parallèlement, elle fut adaptée pour décrypter la propagande communiste diffusée en Europe de l'Ouest, créant une génération de citoyens vaccinés contre les manipulations idéologiques de tous bords. Dans les années 1960, l'explosion des médias de masse donna une actualité nouvelle à ces techniques. Les spécialistes formés selon la méthode de Rennes
furent les premiers à alerter sur les dangers de la manipulation télévisuelle et publicitaire. Leurs analyses critiques des mécanismes de persuasion modernes contribuèrent à l'émergence d'une conscience citoyenne plus vigilante face aux manipulations commerciales et politiques. L'avènement d'Internet et des réseaux sociaux au XXIe siècle redonna une actualité saisissante à l'expérience de Rennes. Les mécanismes de désinformation, de fake news et de manipulation de l'opinion publique que révéla l'ère numérique reproduisaient étonnamment les techniques analysées 70 ans plus tôt par les pionniers de l'analyse critique. Les formations à la littératie numérique s'inspirèrent directement des méthodes développées au camp de Rennes pour enseigner aux citoyens du XXIe siècle comment distinguer information fiable et manipulation orientée. Dr Lemaire, devenu une autorité mondiale en psychologie de la persuasion, publia en 1975 un ouvrage de référence intitulé « L'esprit critique face à la propagande ». Leçon de Rennes, 1944-1945. Ce livre, traduit en 23 langues, influença des générations d'éducateurs, de journalistes et de responsables politiques soucieux de préserver la démocratie contre les manipulations idéologiques. L'expérience de Rennes révéla également l'importance cruciale de la formation des formateurs. Les techniques de déconstruction critique ne peuvent être efficacement transmises que par des éducateurs eux-mêmes formés à reconnaître leurs propres biais et à maintenir une vigilance constante face à leurs propres certitudes. Cette métaconscience de l'éducateur devint un standard dans la formation des enseignants français, puis européens. Aujourd'hui encore, le site de l'ancien camp de Rennes abrite un centre de recherche international sur la lutte contre la désinformation, dirigé conjointement par des universités françaises, allemandes et européennes. Ce centre, qui forme chaque année des centaines de spécialistes de la communication, de journalistes et d'éducateurs, perpétue l'héritage de cette expérience unique où la propagande collaboratrice française révéla involontairement aux prisonniers allemands les mécanismes de leur propre endoctrinement. L'histoire du camp de Rennes enseigne finalement que la vérité ne triomphe pas automatiquement du mensonge, mais que la victoire de la première nécessite un apprentissage méthodique et permanent de l'esprit critique. Cette leçon, plus que jamais d'actualité dans notre époque de surinformation et de manipulation numérique, rappelle que la démocratie ne survit que par la vigilance intellectuelle de citoyens éduqués à reconnaître et à déjouer les tentatives de manipulation de leur jugement. L'expérience paradoxale de ces prisonniers allemands qui découvrirent la manipulation nazie en étudiant la propagande française révèle que la vérité emprunte parfois des chemins détournés pour se révéler à ceux qui sont prêts à la recevoir. Cette histoire démontre que l'éducation critique, plus que la contrainte ou la persuasion, constitue l'arme la plus efficace contre toutes les formes de barbarie idéologique, hier comme aujourd'hui.